Vous écoutez Les Dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Assassin ou trafiquant, victime ou coupable, égarés dans le grand labyrinthe des frontières et des lois, ce sont les acteurs inattendus des Dossiers d'Interpol. 15 mai 1960. Un taxi typiquement anglais de forme carrée, de couleur noire, s'arrête devant un pavillon non moins typiquement anglais de Worthing, une calme station balnéaire aux environs de Brighton. L'homme qui en descend à la quarantaine, de toute évidence, c'est le propriétaire du véhicule, et il n'est pas en service, une gaine recouvre le voyant lumineux taxi sur le toit de sa voiture. Il ouvre son coffre, en sort de gros pots de peinture et pénètre dans le pavillon. Il parcourt les pièces en sifflotant. La maison avec ses papiers à fleurs, ses rideaux de cretonne et ses napperons brodés a cette odeur caractéristique et paisible des intérieurs de vieilles gens. Ah ça, il y en a du travail. Rien n'a été repeint depuis au moins 10 ans. Il faut que dans une semaine, quand sa tante rentrera de l'hôpital, elle trouve tout refait, tout neuf. Voilà. Adrian Jones, 39 ans, chauffeur de taxi, a décidé de faire une surprise à sa vieille tati, Topensy Jones, hospitalisée après une crise cardiaque. Il va remettre son intérieur à neuf et il s'y met sans attendre. Avant de commencer les peintures, Adrian Jones commence par enlever les papiers peints et lessiver les murs. La matinée tout entière s'écoule. Il a terminé le rez-de-chaussée et il attaque les chambres d'amis. Il y en a 2. Elles ont toujours été occupées, sauf depuis que sa tante est à l'hôpital. Pour Topensy Jones, ses locataires sont sa principale source de revenus. Adrian considère le mobilier bon marché qui occupe la première chambre d'amis. Il n'est plus tout neuf et d'une simplicité plus que rustique, vraiment le strict nécessaire pour une location meublée. Adrian Jones hoche la tête d'un air entendu, sa tante a toujours été près de ses sous. C'est de l'avis de tous ceux qui la connaissent son principal et d'ailleurs son seul défaut. Adrian commence son ouvrage. Le papier mural de couleur prune avec des motifs floraux n'était certes pas une splendeur, il était vieillot au possible et tout passé par le temps. Rapidement, sous ses doigts, les murs se dénudent. Il attaque l'angle opposé à la fenêtre et s'arrête un instant. Sous le papier peint vient d'apparaître un placard condamné. Adrian se remet au travail. Il constate alors que la porte du placard a été totalement obstruée avec du papier collant. C'est curieux, pense-t-il. Que peut-il bien y avoir derrière cette porte pour qu'on l'ait fermée avec tant de soin? Le papier collant s'en va sans difficulté, mais le placard est fermé à clé. Adrian Jones pourrait s'en tenir là, mais cette fois sa curiosité est éveillée. Il veut savoir. Il va chercher quelques outils et il s'acharne sur la serrure. Au bout d'une demi-heure d'effort, la porte cède enfin et s'ouvre en grinçant. Le placard est divisé en 3. Sur le rayon du haut, il n'y a rien. Rien non plus sur le rayon du milieu. Mais sur celui du bas, il distingue un curieux tas de vêtements. Adrian s'approche, regarde, et laisse échapper bonté divine, ce qui pour lui, comme pour la plupart des Anglais, est la marque d'une intense émotion. Et il y a lieu d'être ému quand on vient de découvrir une momie. Adrian Jones approche une main tremblante. Oui, c'est une momie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il s'agit du corps d'une femme pliée en 2, exactement comme on l'aurait fait d'une pile de draps pour qu'il puisse tenir dans un placard. Adrian reste hébété, les bras ballants. Il est au-delà de la surprise.
Il se contente d'enregistrer mécaniquement tout ce qu'il voit. Oui, une dame d'un certain âge est là, dans ce placard, plié en deux. Et elle n'est pas morte d'hier. Il y a déjà longtemps qu'on ne porte plus des vêtements de ce style. Les bas en particulier. On dirait des bas 1900. C'est quand il réalise que l'un des bas de la momie est fortement serré autour de son cou qu'Adrian Jones laisse là ses pots de peinture et court prévenir la police. 1 heure plus tard, le lieutenant Ballester est sur les lieux. Le pavillon avec ses murs dénudés présente un aspect insolite et quelque peu sinistre. Le chauffeur de taxi le conduit dans la chambre d'amis. Le commissaire, au cours de toute sa carrière, avait déjà vu pas mal de cadavres, mais jamais encore de momies. Effectivement, sans être spécialiste, il lui semble que la mort ne remonte pas à hier. La femme est vêtue d'une robe démodée avec un bas en soie rose qui lui enserre le cou. Les médecins légistes devront dire à quand remonte le décès. Ils devront dire également comment il se fait que le corps se soit aussi admirablement conservé. En attendant, la seule chose à faire est d'aller interroger Tuppence Jones, la propriétaire de ce pavillon vieillot et tranquille de Walsing, et il pressent qu'elle a beaucoup de choses à lui révéler. À l'hôpital, les infirmières recommandent au lieutenant d'user de ménagement à l'égard de la vieille dame. Elle se remet d'une crise cardiaque et il faut, dans la mesure du possible, lui éviter les émotions. Et pourtant, le commissaire est bien décidé à mener jusqu'au bout son interrogatoire. Quand on a une momie dans son placard, la police a quand même le droit d'avoir certaines curiosités. Le lieutenant Ballester regarde la dame alitée qui lui sourit d'un air interrogateur derrière ses lunettes. Ah, décidément, tout dans cette affaire sort de l'ordinaire. Ce pavillon, gentiment poussiéreux, cette momie d'un autre temps et maintenant cette vieille dame. Car Tuppence Jones est aux antipodes des personnages que le lieutenant a rencontrés jusqu'ici dans ses affaires criminelles. C'est la grand-mère classique, l'air doux et avenant sous ses cheveux blancs. On l'imagine très bien préparant la confiture d'orange avec de grands bocaux ou racontant des contes de fées à ses petits-enfants groupés autour de son fauteuil. Mais non, jamais, au grand jamais, on imaginerait une momie chez elle. Selon les recommandations, le lieutenant aborde l'interrogatoire avec ménagement. Voilà, chère madame. En refaisant les peintures chez vous, votre neveu a fait une découverte. Dans un de vos placards, il a trouvé une momie. Le lieutenant s'attendait à voir Tuppence Jones tomber des nues, pousser des cris. Mais non. Elle se tait. Une ombre passe sur son visage. Elle a l'air bien ennuyée. Ah, cette pauvre Gloria. Oh, c'est normal. On devait tout découvrir un jour. J'ai eu tort, monsieur le policier. Comme je regrette aujourd'hui. Le lieutenant Ballester regarde son interlocutrice. Son visage lui rappelle celui de sa propre grand-mère. Non, ce n'est pas possible. Elle n'a pas pu faire cela. Il s'entend prononcer d'une voix malgré lui émue. Enfin, vous ne voulez pas dire que vous l'avez tué. Tuppence Jones le regarde, l'air franchement choqué. Oh non, monsieur le policier. Non. En fait, c'est une triste histoire. Cela se passait en 1940. Gloria Hoover était ma pensionnaire depuis 1 an, je crois. Elle n'avait jamais eu une bonne santé. Elle souffrait fréquemment d'angine de poitrine. Un soir, c'était en octobre, il me semble, j'ai été réveillé par des cris. Je suis entré dans sa chambre. Elle n'était pas couchée. Elle était au bas de son lit et elle gémissait. Je suis allé dans la cuisine pour lui rapporter un verre d'eau.
Et quand je suis revenu, elle était morte. La vieille dame secoue sa tête blanche d'un air accablé. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis affolé. J'ai pensé que j'allais avoir des ennuis. Et j'ai pris le corps de ma pensionnaire et l'ai enfermé dans le placard. Topensy Jones sort un mouchoir brodé. « Je suis coupable, monsieur le policier. Je n'ai dit à personne que Gloria Hoover était morte. Et depuis 20 ans, j'ai reçu chez moi sa pension de veuve et elle continue dans un souffle. Et je l'ai empochée. » Le commissaire a eu le temps de se reprendre. La personnalité de la vieille dame ne doit pas le troubler. Le métier reprend le dessus. Il l'interroge comme n'importe quel suspect, même si la perspective de sa culpabilité a quelque chose de monstrueux. Mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Que craignez-vous? Si votre pensionnaire était morte de mort naturelle, le médecin l'aurait constaté, c'est tout. Topensy Jones le fixe de ses yeux bleus qui sont restés magnifiques malgré le temps. « Mais je vous l'ai dit, monsieur l'officier, j'ai perdu la tête. » « Et ce bas? Hein, ce bas? Pourquoi était-il autour de son cou? » La vieille dame a un tremblement. Une infirmière vient d'entrer dans la pièce et fait signe au lieutenant d'abréger l'interrogatoire. J'avais déjà refermé le placard et j'ai vu que j'avais oublié un bas. Alors j'ai réouvert et je l'ai mis autour de son cou pour qu'il tienne, c'est tout. En quittant l'hôpital, le lieutenant Ballester essaie de chasser le trouble qu'il ressent face à cette affaire pas comme les autres. Ce n'est pas un débutant. Dans sa carrière, il s'est trouvé confronté à des criminels de toutes sortes, des tueurs, des assassins sordides, mais jamais il ne s'est senti si mal à l'aise que devant cette gentille grand-mère. Si elle était coupable, ce serait vraiment à douter de tout. Mais il mène néanmoins son enquête avec énergie. Il charge un de ses adjoints de se renseigner sur le passé de Topensy Jones. Du côté des légistes, la découverte de la momie a déclenché une intense émotion professionnelle. C'est ce qu'on peut appeler un beau cas. Plusieurs médecins se penchent sur le corps. Ils ont même fait appel à un grand égyptologue spécialiste des momies. Mais tout cela n'est encore rien. C'est 2 jours plus tard que le lieutenant Ballester va découvrir toute l'étendue de l'affaire. Le matin du 18 mai 1960, son adjoint fait irruption dans son bureau. Il a l'air de ne pas pouvoir tenir en place. « Écoutez ce que je viens de découvrir, lieutenant, c'est incroyable. Ah, il s'en est passé de drôle dans la villa de Topensy Jones. » Elle est venue y habiter en 1920. À cette époque, le pavillon appartenait à son oncle et à sa tante, Bill et Anne Thomas. Or, le 30 octobre 1924, Bill Thomas meurt subitement. Diagnostic du médecin, maladie maligne et épuisement. L'année suivante, c'est le tour de sa femme. Une encéphalite léthargique, disent les documents. Comme les Thomas étaient sans descendance directe, Topensy Jones hérite du pavillon. Et c'est à ce moment qu'elle se met à prendre des locataires. Et ces locataires meurent les uns après les autres. En 1928, c'est Françoise Berthier, 60 ans, de nationalité française, édème cérébral. En 1934, c'est Greg Williams, épuisement et embolie cérébrale. En 1940, c'est donc Gloria Hoover, dont le décès n'est pas mentionné dans les registres et pour cause. Mais l'année suivante, en 1941, c'est le tour d'une certaine Deborah Wilson, affection cardiaque. Puis en 1942, Somerset Wilson, épuisement, anémie. L'adjoint du lieutenant le regarde fixement. En plus de la momie, 6 personnes sont mortes dans le pavillon de Topensy Jones.
Le lieutenant Ballester reste silencieux. Qu'y a-t-il à dire? Jamais au cours de toute sa carrière, il ne s'était trouvé en face d'une éventualité aussi monstrueuse. Cette grand-mère, à qui il aurait confié sans hésitation ses propres enfants, serait-elle une des grandes criminelles de ce siècle, Landru britannique? Pour le savoir, il doit attendre que les experts qui discutent autour de la momie aient rendu leur rapport. Les dossiers d'Interpol, un podcast Europe 1. Juin 1960. Toute l'Angleterre ne parle plus que de ce qu'on appelle la maison de la momie. Le petit pavillon de la tranquille station balnéaire de Worthing, semblable à des millions d'autres dans toute l'Angleterre, est devenu du jour au lendemain aussi célèbre que la Tour de Londres au Buckingham Palace. On y vient en excursion le dimanche et la police a toutes les peines du monde à en protéger les abords. Le lieutenant Ballester, qui s'occupe de l'enquête, lui, n'a qu'une hâte: connaître le rapport des médecins légistes sur Gloria Over, retrouvée momifiée 20 ans après sa mort dans le placard de la chambre d'amis. En raison de la difficulté particulière de l'examen, le rapport tarde un peu. Enfin, le 14 juin 1960, soit un mois après la découverte, le lieutenant l'a sur son bureau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un petit peu déçu. Les experts sont des gens prudents, ils n'ont pas trop voulu s'engager, alors voilà ce que ça donne. Il est impossible de se prononcer sur les causes de la mort. Celle-ci peut fort bien avoir été naturelle, et en particulier d'origine cardiaque. Le bas retrouvé autour du cou de la momie ne semble pas avoir servi à l'étrangler. Toutefois, après 20 ans, les traces de strangulation ont pu disparaître. En revanche, les conditions qui ont permis la momification du corps ne font pas de doute. Celles-ci sont dues à un fort courant d'air sec qui passe dans le placard. Voilà, c'est tout. En fait, les experts ne se compromettent pas. Ils laissent à la police l'entière responsabilité de l'enquête. Le lieutenant Ballester fait la grimace. C'est à lui de décider, de prendre des initiatives et éventuellement d'en supporter les conséquences. Une chose est claire. Tuppence Jones a commis un délit. Elle n'a pas déclaré la mort de sa pensionnaire et pendant 20 ans, elle a touché indûment sa pension de veuve. Le lieutenant a obtenu son inculpation pour recel de cadavre et escroquerie. Vu son âge, le juge ne l'a pas fait mettre en prison et elle est rentrée tout naturellement chez elle, dans la maison de la momie avec ses murs nus. Mais tout cela est bien entendu secondaire. Ce qui compte, c'est de savoir si Tuppence Jones est oui ou non meurtrière de 7 personnes. Et pour cela, il n'y a qu'une solution: procéder aux 6 exhumations des personnes décédées dans la villa de Worthing entre 1924 et 1942. Et les exhumations sont décidées par le parquet. Pour Françoise Berthier, la pensionnaire française qui avait été enterrée dans son pays, il est nécessaire de faire appel à Interpol. Inutile de dire que toute l'Angleterre attend avec presque autant d'impatience que le lieutenant le résultat des 6 expertises médico-légales. 3 semaines sont encore nécessaires pour les connaître toutes. Et quand le lieutenant Ballester les a enfin sur son bureau, il pousse le même soupir déçu que lorsqu'il avait reçu le résultat de l'examen de la momie. Et oui, les décès remontent entre 36 et 18 ans. Et après une si longue durée, il est pratiquement impossible d'obtenir des conclusions sérieuses. La seule certitude, c'est qu'il n'y a dans aucun cas de traces d'arsenic dans les corps. Mais d'autres poisons qui se dissolvent plus rapidement ont pu être utilisés. D'autre part, tous ces corps étant en état de squelette, il n'est évidemment pas possible de retrouver des traces de violence et par exemple de strangulation. Aucun élément nouveau n'interviendra jusqu'au procès de la vieille dame qui s'ouvre le 24 février 1961. L'accusation a retenu les délits de recel de cadavres, d'escroquerie et de meurtre, mais uniquement en ce qui concerne Gloria Over, la morte momifiée. Dans la salle du tribunal de Brighton où s'écrasent les journalistes, Tuppence Jones, qui est venue de chez elle, pénètre dans le box d'un pas menu. Elle est vêtue d'une robe noire, ses cheveux blancs sont ramenés en chignon. En réponse à la question du président
Plaidez-vous coupable ou non coupable pour le meurtre de Gloria Hoover ?» Elle répond d'une petite voix à la fois douce et ferme. « Non coupable, votre honneur. » La suite du procès est plutôt fastidieuse. C'est un long, un interminable débat d'experts. Il en ressort cependant que rien ne peut être prouvé dans un sens ou dans un autre. Étant donné que le doute doit profiter à l'accusé, le verdict est conforme à ce qu'on pouvait attendre. Topensy Jones, qui en 20 ans avait touché près de 20 millions de centimes avec la pension de la malheureuse Madame Hoover, est condamné à une amende de ce montant, plus 15 mois avec sursis pour recel de cadavres. En revanche, elle est déclarée innocente du meurtre de sa pensionnaire. C'est fini. L'Angleterre n'aura pas son Landru féminin. Topensy Jones a regagné son petit pavillon. Et la vie a repris comme avant pour elle. Ah, un petit détail près, cependant. Jamais elle n'a pu retrouver de pensionnaire. Vous venez d'écouter Les Dossiers d'Interpol, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous comment vous réagissez devant le danger ? Faites-vous partie de ceux qui conservent un calme redoutable ? De ceux qui s'affolent, de ceux qui se taisent, de ceux qui crient, de ceux qui se sauvent ? Ou bien de ceux que la peur transforme en statue de granit et qui font une crise de nerfs après ? Difficile à savoir si vous n'avez jamais couru de danger quelconque, ce que j'espère. Mais les réactions de chaque individu devant la peur sont parfois très étonnantes. L'histoire de cette jeune femme, par exemple, mère de 3 enfants. Elle se trouvait en voiture avec son mari, les enfants et le chien, bref, tout ce à quoi elle tient le plus au monde, et tout d'un coup, l'accident imbécile. Une autre voiture qui roulait à gauche les percute dans un virage. Or, à peine la voiture immobilisée, la jeune femme ouvre la portière et se sauve. Elle se met à courir comme une dératée, refaisant le chemin en sens inverse, sans savoir pourquoi, sans se préoccuper qu'il y ait ou non des blessés. Heureusement, il n'y en a pas, mais son mari a dû la rattraper sur la route. Et elle a mis quelques minutes à réaliser. Quand on lui a demandé pourquoi elle s'était sauvée si vite, sans s'occuper des autres, elle a répondu « Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je crois que je ne voulais pas savoir. » J'ai eu honte après. Ce préambule pour vous faire toucher du doigt dès maintenant l'angle sous lequel nous aborderons ce dossier extraordinaire. Car les criminels sont comme les autres, comme les innocents. Ils réagissent selon leur tempérament. Et vous allez voir à quel point il est difficile dans certains cas de déterminer si le comportement d'un homme est celui d'un assassin ou d'un innocent. C'est une petite ferme trapue près d'une forêt du centre de la France. Soyons imprécis. La nuit de novembre est sinistre, c'est la veille de la Toussaint. Sinistre la petite route mal éclairée à quelques mètres, sinistre le vent qui s'acharne sur les volets fermés. Le témoin principal de notre dossier, c'est le fermier qui habite cette ferme. Depuis quelques minutes, il dresse l'oreille. Je t'assure que j'entends du bruit. Sa femme écoute, mais le vent siffle avec tant de violence qu'il est difficile de s'y retrouver entre les branches qui craquent au dehors et le grésillement du feu. Je n'entends rien. C'est peut-être une bête. Tu as bien fermé l'étable ? Ah, je vais voir. Dehors, on ne s'entend plus. La forêt, secouée par la première tempête d'automne, perd ses feuilles avec fracas. L'homme fait 20 mètres et, rassuré, aperçoit un battant de la porte de l'étable qui cogne régulièrement sur le mur de pierre. Il le fixe solidement et, pour se persuader que tout est en ordre, il fait le tour des bâtiments, sa lanterne à la main. Tout est calme
et il s'apprête à rentrer lorsqu'il dresse à nouveau l'oreille. « Ah, décidément, se dit-il, j'entends des choses bizarres ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, c'est un autre bruit. Rien à voir avec un battant de porte. On dirait un gémissement, une sorte de petit cri. Ah, s'il n'était pas sorti, attiré par le battant de porte qui claquait, le fermier ne l'aurait jamais entendu tellement il est faible. On ne le perçoit que dans les accalmies du vent. Le fermier l'entend mieux tout à coup, plus fort. Puis plus rien que le vent. C'est en voulant enjamber le fossé qu'il bute tout à coup sur un sabot, puis sur un corps. Et le petit rond lumineux de la lanterne finit par éclairer le visage d'un homme à demi enfoui dans l'herbe, les yeux clos et barbouillés de sang. C'est Jean, l'ouvrier agricole de la ferme voisine à environ 500 mètres de là. Un homme de 64 ans qui travaille là depuis 20 ans. On dirait qu'il est mort. Père Jean. Oh! Père Jean! Délicatement, le fermier soulève la tête du malheureux dont les yeux s'entr'ouvrent. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Le père Jean remue les lèvres. Il semble avoir du mal à réaliser que quelqu'un lui parle. Puis, entre deux gémissements, le fermier entend « Les salauds, ils m'ont eu. Les salauds. » Et puis il s'évanouit. Une demi-heure après, il est à l'hôpital, et les gendarmes sont avertis. Le père Jean a le crâne enfoncé et 2 vertèbres brisées. Il a perdu beaucoup de sang. S'il s'en sort, il pourra remercier la tempête, 1 heure de plus, et il était mort. Profitant du fait que le fermier retourne chez lui, les gendarmes le chargent de prévenir la patronne du père Jean avec toutes les précautions d'usage. En effet, madame Blois a 91 ans. Et si elle a gardé bon pied bon œil, son cœur a quelques faiblesses bien compréhensibles. Vers 9 heures du soir, suivi de 2 gendarmes, le fermier frappe à la porte de la vieille dame. Pas de réponse, et le verrou n'est pas tiré. Avec la même angoisse, les 3 hommes pénètrent dans la pièce principale, vont jusque dans la cuisine, et y trouvent ce qu'ils craignaient. Si la vieille dame n'est pas morte, peu s'en faut. Crâne enfoncé, elle aussi, est dans le coma total. Décidément, pour une mauvaise nuit, c'est une mauvaise nuit. De retour en trombe à l'hôpital, pour la seconde fois, les gendarmes en profitent pour interroger le père Jean qui a vaguement repris conscience entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On vous attaquez? Et madame Blois aussi? Qui vous a frappé? J'ai rien vu. C'est Albert. Albert Bollet. Il est venu me chercher pour une vache qui vélait. On est partis ensemble et puis on m'a frappé par derrière. Les salauds. Impossible d'en savoir davantage pour l'instant. À son tour, madame Blois arrive à prononcer quelque chose, quelques mots, avant de retomber dans le coma. Il est venu chercher mon commis, c'est le nouveau marié. Et les gendarmes ont la confirmation de l'identité du personnage. L'unique jeune marié du coin, c'est en effet Albert Bollet. Sa ferme est à 2 kilomètres et appartient à sa mère. Il s'y est installé le jour même avec sa jeune femme, car leur mariage date de 3 jours seulement. Le nouveau marié, c'est donc lui, Albert Bollet. Un jeune homme tranquille, plutôt timide, qui travaille dans une laiterie et dont on ne s'attend pas à entendre citer le nom dans une histoire pareille. Les gendarmes s'attendaient plutôt à la description vague d'un rôdeur inconnu venu chercher les économies de madame Blois. Mais rien n'a été volé, semble-t-il. Les meubles n'ont pas été fouillés, et il n'y avait sur la table qu'un vieux portefeuille garni de papiers d'identité. Sous une pile de linge, quelques billets bien rangés. On n'a jamais vu un rôdeur ignorer les piles de linge. C'est une cachette évidente et naïve que la plupart des vieilles personnes ne se résignent pas à abandonner, et les voleurs le savent bien. Alors, malgré l'heure tardive, une visite immédiate à Albert Bollet s'impose. Il y a la lumière. C'est la mère qui ouvre. Apparemment, Albert, sa femme et elle viennent de finir de dîner. La table n'est pas desservie. Les 3 personnages ont l'air calmes et sereins, des gens qui viennent de passer une soirée tranquille au coin du feu. La mère, une vieille dame toute ridée, accueille avec surprise les képis des gendarmes. La jeune femme se lève derrière elle, une pile d'assiettes à la main, et les regarde entrer. Albert Bollet est assis de l'autre côté de la table, un sourire d'accueil un peu étonné sur les lèvres. Son visage est sympathique, les traits sont doux, le front haut.
Le tout à un petit air de séduction gentil. Il serait beau sans cette bouche un peu molle, une bouche d'enfant. Il a 27 ans. Quand le capitaine de gendarmerie s'adresse à lui, il avance de quelques pas, l'air interrogateur. « C'est moi que vous vouliez voir ?»« Oui, monsieur. » Il s'est passé quelque chose de grave. Le capitaine ne quitte pas Albert des yeux et prend son temps pour expliquer. La première réaction de cet homme sera intéressante à noter. Car, s'il n'est pas encore le suspect numéro 1, il est bien placé pour le devenir. Et souvent, l'attitude d'un homme pris au dépourvu, comme c'est le cas, est révélatrice de ce qu'il cherche à cacher. Si Albert a participé à l'agression, ou si c'est lui qui a frappé, il ne devait pas s'attendre à cette visite car les deux victimes, manifestement, ont été laissées pour mortes. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. La voix d'Albert est tout à fait normale. S'il sait quelque chose, il doit faire partie de ceux qui gardent leur calme envers et contre tout. Qui, moi ? Votre nom a été cité par Madame Blois et par le père Jean. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai jamais mis les pieds chez eux. Je ne les fréquente pas. Ils disent tous les deux que vous êtes venus les voir. Plus exactement que vous êtes venus chercher le père Jean à propos d'une vache qui vêlait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je n'ai pas de vache qui vèle en ce moment et à l'heure que vous dites, j'étais chez un fermier. Je conduisais ma chèvre au bouc. J'ai dû y rester 1 heure à peu près et je suis rentré ici. Directement ? Directement ? Quelle heure ? Oh, vers 7 heures du soir, je pense. 7 heures et quelque chose. Et ensuite ? Ensuite, on a dîné, ma mère, ma femme, moi. Je suis pas ressorti jusqu'à votre arrivée. Vous êtes peut-être un peu déçu. Je vous parlais au début de ce dossier de réaction étrange devant le danger. Et cet homme est en danger, il n'a pas de réaction. Enfin, il ne grimpe pas au mur, il ne saute pas à la gorge de personne. Il est juste un peu étonné, mais calme, normal, quoi. Patientez, vous allez voir. Pour l'instant, il apparaît au capitaine de gendarmerie qu'Albert est d'une entière bonne foi. Peut-être n'a-t-il pas bien réalisé ce qui se passe. Il ne se rend peut-être pas compte de sa situation, car si la vieille dame et son commis meurent, c'est d'un double crime qu'il va s'agir et d'un crime dont on dit qu'il s'est commis en sa présence à lui, Albert Bollé. Souvenez-vous, le père Jean a dit « Il est venu me chercher, on est partis ensemble », mais il a dit aussi « Ils m'ont eu, les salauds ». Pourquoi ? Les salauds. La nuit est bien avancée et Albert n'est pour l'instant qu'un témoin dans une affaire d'agression. Le capitaine ne doute pas a priori de sa bonne foi. Après tout, le vieux peut s'être trompé. Il faut attendre une confrontation, si elle est possible, et vérifier l'alibi. L'enquête sera donc pour demain. Mais avant de partir, le capitaine précise tout de même « Nous aurons sûrement besoin de vous, monsieur Bollé. Tenez-vous à notre disposition. On reviendra vous voir. » Formule classique qui sous-entend « Ne vous éloignez pas, l'histoire n'est pas claire » ou encore « On a encore des tas de choses à vous demander. » Albert Bollé dit bonsoir sur le pas de sa porte. Sa femme n'a pas dit grand-chose. Elle a l'air de ce qu'elle est, une mariée toute fraîche de 18 ans, qui n'a pas encore pris l'habitude de se mêler des affaires des hommes et de parler à la place de son mari. Le lendemain, Madame Blois n'a toujours pas repris connaissance. Et le médecin est bien pessimiste à 91 ans. Une fracture du crâne est difficilement supportable. Quant au père Jean, son état ne permet pas de l'interroger pour l'instant. Il a dû être trépané et ne pourra pas tenir une conversation avant quelques jours. La vérification de l'alibi donné par Albert n'a demandé qu'une dizaine de minutes. Il a dit vrai. Il s'est effectivement rendu en voiture chez un fermier et les heures qu'il a données sont à peu près exactes. Mais ça ne veut rien dire, car on ne connaît pas précisément l'heure de l'agression. En attendant mieux, les gendarmes retournent voir Albert Bollé pour enregistrer sa déclaration. Et c'est là la surprise. Plus d'Albert Bollé. Ça y est, dit le capitaine, on s'est fait avoir. La mère est seule à la maison, l'air effrayé. Il est parti ce matin avec sa femme. Il a dit qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Il n'a rien dit d'autre. Il n'y a plus qu'à entamer les recherches. Les gendarmes sont furieux. Furieux car il est évident maintenant qu'Albert est mêlé à l'histoire d'une manière ou d'une autre, puisqu'il s'est sauvé. Or, la veille, il était là, bien tranquille, à portée de la main. Dans la journée, on apprend qu'il a déposé sa femme non loin d'ici dans sa famille. Les gendarmes s'y précipitent.
La jeune femme est en larmes et terrorisée. Il m'a laissé de l'argent, il est parti, je sais pas où. Je sais pas ce qu'il a. Il vous a rien dit? Rien. Il était nerveux, il avait peur, je crois. Mais je suis sûr qu'il n'a rien fait de mal. C'est épouvantable, on était mariés depuis 3 jours et il est si gentil. Je le saurais s'il avait fait du mal. Albert étant parti en voiture, la gendarmerie lance immédiatement un avis de recherche sur tout le territoire. Avec une 2 chevaux, il n'a pas beaucoup d'avance sur les enquêteurs. Il n'en a pas du tout, même. Le lendemain, on découvre la voiture abandonnée au bord d'un chemin et à 100 mètres de chez lui, pratiquement sous le nez des gendarmes. Drôle de fuite. Et dans la même journée, 2 lettres parviennent à son domicile, l'une à l'intention de sa femme, l'autre pour sa mère, postée près de Lyon, et toutes 2 disant à peu près la même chose. Je ne supporterai pas qu'on m'accuse d'un crime. Je suis innocent. Le seul moyen d'avoir la paix, c'est de mourir. Ne m'en voulez pas. Je vais me suicider. Le capitaine de gendarmerie, lui, est sceptique. Il a retrouvé sur le siège de la voiture abandonnée un croûton de pain et un papier gras de charcuterie. Son opinion est que on ne se suicide pas en mangeant un sandwich. Il reste qu'un criminel est en fuite, que les habitants de la région sont sans dessus-dessous, et l'on organise une énorme battue pour le retrouver. D'autant plus que le père Jean, se réveillant de son opération, a déclaré « C'est lui, j'en suis sûr, je le connais. Je lui avais prêté du matériel il y a 1 an. Je l'ai bien reconnu. Il était habillé en bleu. » Or, Albert était habillé en bleu. Mais le père Jean ne sait pas si c'est lui qui a frappé. Il a dit « Les salauds, ils m'ont eu sans savoir s'ils étaient 1, 2 ou 15. » C'est une façon de parler. Il marchait à côté d'Albert quand on l'a frappé, ça, il en est sûr. À côté ou devant, il ne se rappelle plus. Et avant de partir, Albert lui a demandé de lui prêter des coins de bûcheron, comme l'année dernière. Le vieux est monté les chercher au grenier. Seule Madame Blois pourrait le confirmer. Mais elle est morte aujourd'hui, après 2 jours de coma et de silence. Elle n'a rien ajouté à sa première déclaration où elle citait le jeune marié. Où est-il, ce jeune marié, pendant qu'une armée de gendarmes le cherche? Eh bien, je vous le donne en 1000. Personne ne le sait, mais il est là, tout près. À portée de menottes, pourrait-on dire. Depuis 24 heures, Albert Bollet se cache tout en haut d'un arbre, un gros arbre bien feuillu au bord de la route près de sa ferme. Depuis 24 heures, il est perché sur une branche, tremblant de froid, de peur, de fatigue, de faim. Et il regarde. Il regarde courir les gendarmes, il les voit entrer et sortir de chez lui. Il entend tout ce qu'ils disent. La famille entière a défilé, les journalistes sont venus. On a pris des photos. De son perchoir, il voit la cuisine où sa femme pleure. Il sent l'odeur du repas que sa mère prépare et il ne bouge pas, pas d'1 millimètre. Il tremble, c'est tout. Accroché à sa branche, dans un état voisin du délire. C'est complètement stupide, mais il est là, au-dessus de tout le monde. Il ne peut même plus descendre. On le prendrait tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme qui s'enfuit à 20 mètres de chez lui en largeur et à peu près la même chose en hauteur? Il se dit innocent, fait face à la police calmement, si calmement qu'on le croit, et le lendemain s'enfuit à grand bruit pour se percher sur un arbre. Il a l'air d'un gosse qui aurait cassé le vase du salon et aurait peur de la fesser. Son attitude n'est pas celle d'un innocent normal, si l'on peut dire, et pas celle d'un coupable non plus. Un coupable ne joue pas à chat perché ou encore moins aux gendarmes et aux voleurs. À la nuit, Albert ne tient plus sur sa branche. Il n'en descend pas, il en tombe littéralement et se traîne à plat ventre jusqu'à la grange où il s'endort dans le foin. C'est là que son beau-frère le trouve au petit matin et en même temps qu'il appelle les gendarmes, il fait venir un médecin. Albert a l'air d'un fou, hébété, tremblant de la tête aux pieds, les yeux complètement hagards. Il ne cesse de répéter « Je suis innocent, je le jure, je suis innocent, je le jure, ne me faites pas de mal, je le jure, je n'ai rien fait !» Fou? Du jour au lendemain? Après des années de vie normale et sans histoire, assassin? Comme ça, tout d'un coup, pour rien? Oh, possible, on en a vu d'autres. Mais tout de même. Madame Blois et le père Jean étaient des inconnus pour lui, ou presque. Il ne les fréquentait jamais, sauf une fois pour emprunter les fameux coins il y a 1 an. Il les avait rendus. Il n'avait plus rencontré le père Jean depuis. Aucune question d'intérêt entre eux, aucune querelle de voisins, pas de vol, mystère. Pourtant, le père Jean maintient.
C'est lui qui est venu me chercher. On marchait ensemble quand je suis tombé. Quand il est venu, j'étais en train de manger ma soupe. La nuit tombée, il est entré. Il m'a demandé de venir l'aider à relever sa vache. D'abord, je l'ai pas reconnu. Puis il m'a dit son nom, qu'il s'était marié le samedi d'avant. Alors j'ai fini ma soupe. Il m'a demandé les coins comme l'année dernière. Il a choisi un gros et un petit. D'ailleurs, on en a retrouvé un sur le sentier. Puis on est parti. Et on m'a frappé derrière, le coup du lapin. Et je suis tombé dans le noir. Pourquoi inventer ça? Albert, pendant ce temps, retrouve peu à peu son calme dans un hôpital psychiatrique et en sort 15 jours plus tard pour gagner la prison. Il est officiellement inculpé de meurtre. Au cours de l'instruction, 3 mois plus tard, le père Jean formule contre lui une nouvelle accusation qui vient renforcer l'instruction. Je me suis aperçu qu'il manquait 2000 francs dans l'armoire. Madame Blois les gardait pour faire des travaux à la ferme. Ils sont plus. On manquait de mobile, en voilà un. Le plus accablant pour Albert, c'est que le jour de sa fuite désespérée, il a remis de l'argent à sa femme. Combien? 2000 francs. Il dit que cet argent lui restait des économies faites pour son mariage. Et il continue de jurer qu'il est innocent, qu'il n'est jamais allé voir le père Jean ni Madame Blois, qu'il n'avait pas de vache grosse et aucun besoin de coin de bûcheron. Ce garçon est nerveusement fragile, on l'a compris, car il est impensable qu'il ait simulé son état, mais pendant 1 an. Il tient tête au juge d'instruction. Il est innocent, innocent. Il ne répète que ça. Contre lui, les affirmations du père Jean, bien sûr, et les dernières paroles de Madame Blois. Contre lui aussi, 20 minutes. 20 minutes de trou possible dans son alibi qui lui aurait permis de tuer, à condition qu'il y ait préméditation. Contre lui, toujours les 2000 francs et sa voiture qu'un témoin aurait vue et dont il donne le numéro d'immatriculation à une lettre près. Cette voiture se serait trouvée près de la ferme Blois à l'heure de l'agression. Et contre lui, surtout, sa fuite. Pour lui, à peu près rien. Son passé irréprochable, sa femme, sa mère, qu'il soutienne, et un témoignage si maigre qu'il en est dérisoire. Une femme aurait aperçu de chez elle la ferme Blois sans lumière, puis, à l'heure dite, la lumière se serait allumée très rapidement et éteinte aussitôt, ce qui voudrait dire que le père Jean mentirait en disant qu'il mangeait sa soupe et qu'il a discuté avec Albert avant de sortir. Ce qui n'arrange rien, c'est que l'on n'a pas retrouvé l'objet qui a servi à frapper. Au procès, l'accusé est perché dans son box, comme jadis sur sa branche, presque aussi blanc de peur. Il joue sa tête. C'est un procès qui appartient aux jurés, à leur intime conviction plus que jamais. Pas de preuves, un mobile sujet à caution, et la parole d'un homme contre celle d'un autre. En ce qui concerne le mobile, on peut trouver curieux, je dis curieux simplement, que le père Jean ne se soit aperçu que 3 mois après de la disparition des 2000 francs. Il faut dire également, pour ne rien laisser dans l'ombre, que le père Jean connaissait bien les affaires de Madame Blois depuis 22 ans qu'il travaillait chez elle. Il n'ignorait rien de sa vie et de ses économies. D'ailleurs, il hérite de la ferme. Le testament a été fait depuis longtemps en sa faveur. La ferme seulement. Le reste allant à la famille. Mais enfin, il hérite. Ce qui lui fait dire aux journalistes à la sortie du tribunal, « Tout de même, je sais bien ce que je dis et ce que j'ai vu. Et je sais ce que je sais. C'est quand même pas moi qui me suis cogné le crâne pour le plaisir de me faire trépaner. » Quant à Albert, il n'a pour lui que sa sincérité si elle existe. Mais enfin, pourquoi vous êtes-vous sauvé? C'était la meilleure façon d'avoir l'air d'un coupable. Chaque fois qu'on lui pose cette question, Albert donne l'impression de retourner sur son arbre comme un chat affolé. Je sais pas. C'est la panique, je vous jure. Ça m'a pris tout d'un coup, je sais pas. J'ai dû me dire qu'on me croirait pas, je me suis sauvé. Je n'avais qu'une envie, c'était de me sauver. À 20 mètres de chez vous? Sur un arbre? Enfin, c'est ridicule. Je sais. Oui, maintenant, je sais. Les jurés ont dit non. Non coupable. Aussi bien par absence de preuves matérielles que par l'incohérence du comportement de l'accusé. Albert est sorti de prison pour retrouver sa femme. Un drôle de voyage de noces, tout seul en cellule avec la peur. Reste la grande question, qui a tué? À votre avis, qui? Celui qui a l'air d'un coupable? Celui qui a l'air d'un innocent? Ou un autre qui n'a l'air de rien? Dans le village, on dit
Il y a des gens qui savent des choses, mais ils diront rien. Mais dans les villages, on dit toujours ça. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.